Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le Motorola Moto G, qui est un terminal qu'on va qualifier de smartphone d'entrée de gamme de par son prix, qui a des specs qui sont assez intéressantes et qui a un appareil, vous allez le voir, globalement, vraiment, enfin, il faut s'y intéresser parce que c'est un appareil qui a fait beaucoup parler de lui. C'est un excellent rapport qualité-prix vous allez le voir, et de deux, qui a fait beaucoup parler de lui aussi parce que Motorola, ces derniers temps, on n'entend pas trop parler de la boîte en France, en Europe. Aux États-Unis, il y a eu le Moto X et vous allez voir que le Moto G, c'est une sorte de variante light, entre guillemets, du Moto X. Pas exactement, mais on va passer sur les specs. D'abord, pour commencer, je vais d'ailleurs faire un petit parallèle avec le Moto X, même si en France, on peut pas acheter le Moto X. Alors pour commencer, on a quoi? On a un écran 4.5 pouces, 720 par 1280, c'est du IPS LCD, ça nous fait une densité de pixels de 326 ppi. Autre bon point par rapport à l'écran, c'est un écran Gorilla Glass 3, niveau protection contre les rayures, et normalement les chocs, mais on va dire essentiellement contre les rayures, c'est pas trop mal. On a Android en version 4.3 de base dedans, c'est un appareil qui est prévu sous la 4.4. Faut pas oublier dans le contexte, on n'est pas sur un appareil Nexus, mais c'est un terminal qui provient, de Motorola, qui est, comme vous le voyez sur la boîte, une entreprise qui appartient à Google. Vous n'êtes pas sans savoir, a priori, que Google a racheté Motorola il y a quelques temps. On a deux versions 8-16 Go, donc c'est pas beaucoup. Comme souvent sur les appareils qui sortent, entre guillemets, de chez Google, d'une certaine façon, le problème, c'est qu'il n'y a pas de slot micro SD. Donc ça va, si vous voulez, si on devait parler déjà des points négatifs, ce serait le premier de toute façon. Parce que même si c'est un terminal d'entrée de gamme, le fait qu'il n'y ait que deux possibilités, qu'il y ait 8 et 16 en mémoire, c'est vraiment pas beaucoup, d'autant plus que vous n'avez pas de slot micro SD. Le problème, c'est que comme d'habitude, 8 Go sur le papier, en fait, ça équivaut à peu près 5 Go dans les faits. Et 16, c'est à peu près 13, quelque chose comme ça. Donc voilà. C'est à prendre en compte, appareil photo 5 mégapixels à l'arrière, 1,3 à l'avant, il filme en 720p et on a un petit Snapdragon 400, donc de chez Qualcomm, quad-core, 1,2 GHz, donc c'est un petit quad-core mais ça reste du quad-core. Et on a une batterie de 2070 mAh. Si on devait s'amuser, entre guillemets, à le comparer au niveau des specs avec le Moto X, qui est lui proposé aux États-Unis, avec le Moto Maker qui permet de le personnaliser, il est fait au Texas, etc., etc. C'est vraiment ça a buzzé autour de ça et c'est vrai que moi je trouve que le concept est intéressant et j'aimerais bien qu'on puisse y accéder avec pourquoi pas un mobile fait en France, enfin en tout cas qui viendrait pas de Motorola dans ce cas-là. Mais en tout cas, si on veut le comparer au Moto X, on a quoi? Le Moto X, on a du 4.7 pouces contre 4.5 ici, donc un écran plus grand. On a 16 et 32 Go pour la mémoire, donc un peu plus de mémoire. On a 10 mégapixels pour l'appareil photo au lieu des 5 ici. On a un processeur dual core cette fois, mais 1,7 GHz. A priori, au niveau des perfs, j'ai pas regardé, mais je pense que le Moto X a un poil au-dessus. Bon, ça nous intéressera pas forcément dans cette vidéo puisqu'on teste le Moto G uniquement et qu'on pourra pas tester le X. Mais voilà, et niveau capacité de la batterie, c'est 2200 mAh sur le X contre 2070 ici. Sur le G, dans la boîte, toute petite boîte, vous avez absolument rien de bien passionnant à part l'appareil. On a tout ce qui est rechargement ici. On a ça. La batterie n'est pas amovible, mais la coque l'est. Et d'ailleurs, vous pouvez racheter des coques pour changer la couleur à l'arrière. Je connais pas la démarche exacte, mais je sais que vous pouvez le faire. Je vais pas vous montrer comment on fait pour l'enlever. Tout est indiqué là-dedans. Et voilà, vous avez ce câble ici qui permet de recharger le terminal. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de câble micro USB, mais peut-être que c'est juste moi qui en ai pas. De toute façon, j'ai envie de dire que, a priori, vous êtes nombreux à en avoir une petite dizaine dans vos tiroirs. Alors, on est sur un appareil d'entrée de gamme avec un petit design, mais qui reste étrangement, enfin c'est pas forcément étrange, mais qui reste assez conséquent en termes de dimension. Vous voyez, bon, il est petit, mais il mesure quand même 11,6 mm d'épaisseur et il pèse 143 grammes. 143 grammes de mémoire,
vu que j'ai posté le test du G2 récemment, il me semble que c'est la taille, le poids du G2 qui est beaucoup plus grand. Niveau épaisseur, il est plus épais qu'un appareil de haut de gamme. Et ça, c'est aussi normal. Plus vous dépensez, et normalement, en tout cas sous Android, ça se passe comme ça, c'est que quand vous dépensez beaucoup d'argent dans un appareil, il va être fin. Parce que avoir une finesse dans le design, ça nécessite aussi un coût supplémentaire. Donc là, on a un appareil qui est relativement épais, mais clairement, quand on le prend en main, ça se sent pas. Alors, première chose qu'on repère, c'est l'ergonomie qui est bonne. On a un appareil avec une coque arrière en soft touch. C'est un petit soft touch, mais vraiment pas très caoutchouteux. Hein. C'est vraiment du plastique, mais je vois que je pourrais potentiellement le gratter et enlever un petit peu de matière, vous voyez. Donc c'est un petit soft touch qui est plutôt agréable à l'arrière, donc avec un côté arrondi. À l'avant, on a une face complètement classique, même d'ailleurs sans logo, ce qui est plutôt, moi je trouve ça bien. Ça me fait plaisir d'avoir des avants épurés. Le logo se trouve plutôt à l'arrière, un peu caché d'ailleurs. Vous allez voir après. On a un bouton on-off verrouillé, déverrouillé à droite ici. La touche de volume. On n'a rien sur la gauche. En dessous, on a le micro USB et un micro principal. Et le jack en haut avec un autre micro. À l'arrière, l'appareil photo 5 mégapixels, son flash LED un peu plus bas. Le haut-parleur ici. Et là, on a un petit... ça, c'est le logo en fait Motorola. Mais moi, j'ai trouvé... C'est pas toujours valable et ça va dépendre de la façon dont vous tenez votre terminal et de la taille de vos mains. Mais quand on le prend, parfois votre doigt peut se retrouver éventuellement sur ce trou là. Alors également là-dessus, mais bon ça c'est normal. Enfin ça n'a rien à voir, mais de temps en temps je sais pas, vous le tenez et puis votre doigt va se promener dans le trou et voilà vous pouvez le tenir un peu. C'est peut-être pas fait pour, mais en tout cas moi je trouve que c'est assez agréable de poser son doigt là-dessus. Je sais pas, c'est un peu bizarre, mais en tout cas je trouve que c'est agréable. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire côté design. J'ai pas décelé de craquement particulier. C'est un appareil qui est en plastique, oui, mais qui est assez, qui a l'air bien fait. J'aime bien cette zone aussi sur le haut, vous voyez, ouais, ce petit relief là comme ça, qui est très agréable visuellement et même ça change rien pour le toucher, mais en tout cas voilà c'est joli. Et il y a un tout petit truc par rapport au design, c'est les boutons. Je les trouve un petit peu bas de gamme. On est sur un appareil d'entrée de gamme, mais c'est vrai qu'on s'attend peut-être à ce que les boutons soient aujourd'hui parfaits. Et ils font quand même un petit bruit. D'ailleurs, c'est un appareil, alors là ça le fait pas. Mais hier quand je le... Ouais si. Alors je vais essayer de vous faire entendre ça. Ah c'est difficile de l'entendre. Je crois même que vous l'avez pas entendu, mais ça va dépendre des moments. Et d'ailleurs j'ai vraiment l'impression que ça sort des boutons. Mais quand on le secoue, parfois on entend clic, 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 clic. Et les boutons, voilà. Quand on appuie dessus, ça fait vraiment un bruit. Bon, je vais essayer de vous faire écouter ça quand même. Vous voyez, c'est un bruit, on va dire, bas de gamme pour des boutons. Et moi, je suis pas fan. C'est un détail, j'aime bien chipoter aussi, même si c'est un appareil qui coûte pas cher. D'ailleurs, je vous ai pas encore parlé du prix. La version 8 Go coûte 180. Alors là, c'est les prix... Là, c'est les prix que j'ai pris chez Expansy, ce qui n'est pas toujours le moins cher, mais bon, comme ça, vous avez au moins, on va dire, la fourchette haute, on va dire. Donc 8 Go, 189 euros, 16 Go, 209 euros, donc c'est quand même pas très cher pour ce qu'on a et pour les specs de l'appareil. On va rentrer dans l'interface, vous allez voir, ça va aller assez vite. Je vais pas tout vous montrer parce que honnêtement, c'est du Android 4.3 de base avec 2-3 applications en plus. On va se focaliser sur les changements et également sur l'expérience sur le web. On va parler bien sûr performance, etc. Donc là, la première chose qu'il y a à dire, c'est que c'est du 4.3 vraiment brut. Un petit peu comme ce qu'on trouverait sur un Nexus, mais avec 2-3 modifications. Et notamment, donc on a également, tous les widgets qui sont ici, avec l'accès à l'appareil photo sur la droite, le tiroir des notifications avec les accès rapides aux paramètres. Ici, on a Google Now. De cette façon-là, on a le multitâche, juste ici. On n'a pas de widget spécifique. J'ai regardé, on a tous les widgets classiques, rien de spécifique, ouais, rien de spécifique à Motorola. On a ce menu-là, vous voyez, avec les onglets et tout, comme dans Android de base, hein, de toute façon. On va passer dans le menu, vous inquiétez pas, tout à l'heure.
Pour mettre des widgets, c'est bon, c'est rien de plus classique. Vous le déposez à partir de l'onglet widget. On a hop, l'appareil, enfin le fonction téléphonique. Alors c'est un terminal qui est pas 4G. C'est important de le noter, je pense, parce que justement c'est une, je l'ai pas cité. Désolé, mais c'est une des différences qu'il y a, différences majeures qu'il peut y avoir avec le Moto X notamment, même si c'est pas du tout le même type de produit, mais c'est que c'est un appareil qui est 3G uniquement, c'est HSDPA, donc vous aurez quand même un bon débit, et c'est vrai que pour de l'entrée de gamme, on peut pas encore s'attendre forcément à avoir du 4G, mais enfin il y a des appareils, notamment chez Alcatel, qui sont dans des prix assez bas et qui permettent quand même d'accéder à la 4G. Donc là c'est un petit peu dommage. D'autant plus que les opérateurs sont en train de cogner sévèrement là-dessus actuellement, donc ils commencent vraiment à avoir des offres, enfin elles sont là. Donc c'est un peu le moment de proposer des appareils de ce type 4G, mais ça va venir, vous inquiétez pas, l'année prochaine. En tout cas, si vous n'êtes pas trop, enfin si la 4G ne vous intéresse pas forcément dans l'immédiat, c'est un appareil qui peut vous séduire. Fonction téléphonique, rien de plus classique, il n'y a pas de proposition, je suis un peu déçu quand vous tapez un numéro. Vous avez le journal et les contacts spécialisés vraiment ici sur tout ce qui est numéro, enfin appel téléphonique. Vous avez bien sûr un accès aux contacts classiques ici avec cette interface là. Je vais pas tout vous montrer parce qu'honnêtement c'est du grand classique Android et a priori si vous suivez Test Mobile depuis un certain temps vous connaissez par cœur Android ou peut-être, je l'espère peut-être. Là on a tout ce qui est interface de message avec la saisie texte de base dans Android avec également. Alors attendez, hop, je vais aller voir si on l'a. Normalement on l'a, je vais le chercher. Du coup, c'est la fonctionnalité qui permet de tracer des lignes. Est-ce qu'on l'a? Peut-être pas sur cet appareil. Ce qui me paraîtrait un peu bizarre, mais c'est peut-être en fonction des specs des terminaux. Bon, peut-être que je me trompe. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que sur Android comme d'habitude, si vous n'aimez pas ce clavier, vous pouvez le remplacer. Mais moi, je trouve qu'il tourne assez bien. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe. L'écran est petit, donc vous avez largement la place. Là, il n'y a pas de problème. Bonjour les amis. Hop, les Amos. Donc ça commence bien. Les amis. Ah, Amos, il aime bien Amos. Amis, comment... Hop. Allez-vous, etc. Vous pouvez faire des signes en appuyant ici. Voilà, c'est pas mon clavier préféré, mais c'est celui qui est proposé de base et qui est gratuit. Après, si vous avez acheté Swipe, SwiftKey, Flexi ou je sais pas trop quoi, vous pourrez toujours, bien sûr, l'installer sur cet appareil. Il n'y aura pas de souci. Et les discussions s'affichent par contact et par conversation comme ça, en système de semi-bulle. C'est vraiment le grand classique Android. On va passer du coup dans le menu principal avec l'agenda qu'on connaît bien dans Android, qui est très bien, qui est très bien, et en plus bien sûr qui est synchronisé avec Google Calendar si vous l'utilisez. On va regarder encore tout ce qui est organisation très rapidement. Ça c'est vraiment le client de base qui permet d'installer différents types de fournisseurs d'email et Gmail ici, qui reprend en fait la même interface, sauf que vous avez les avatars entre guillemets sur les côtés. Donc là il n'y a pas d'avatar parce que c'est pas des contacts Gmail qui sont référencés dans mon appareil, en tout cas dans mes mails ici, mais vous avez voilà deux possibilités pour les mails comme d'habitude. Vous avez Drive qui est intégré, Google+, Hangouts. Alors Hangouts qui normalement dans cette version doit être capable d'également remplacer votre système de SMS. Et si c'est pas le cas, vous faites la mise à jour et vous l'aurez. Vous avez Maps, l'horloge qui est classique. Voilà. Pareil, je passe rapidement dans tous les trucs vraiment qui changent rien par rapport à du Android de base. La galerie là qui est comme ça. Donc vous connaissez cette galerie, je pense. C'est vraiment la galerie de base avec les fonctionnalités de partage. Vous pouvez également modifier, rogner, faire pivoter. Et vous avez l'éditeur ici basique avec basique, qui est quand même pas mal, mais de base on va dire, avec les différents filtres, rogner, recadrer, mettre un truc autour, un cadre. Ce genre de choses. Il y a un truc que je vous ai pas montré, excusez-moi. Hop. Voilà, il n'y a pas de souci pour lire des DivX en natif. Éventuellement, si vous voulez passer sur des formats un peu plus exotiques, entre guillemets, vous aurez peut-être besoin d'installer BS Player, Rock Player, VLC. Mais bon, ça, c'est des applications, notamment VLC, qui est gratuite, il me semble, et qui marche très bien.
Donc bon, là-dessus, il n'y a rien, il n'y a pas de bridage. Une autre application pour lire vos photos, cette fois qui est un petit peu plus... qui est plus récente et qui également intègre... Normalement, attendez. Je la connais pas par cœur celle-là parce que je l'utilise jamais. Normalement, vous avez la possibilité... Oui, je suis pas connecté, c'est pour ça. Mais vous pouvez synchroniser avec Google+, ajouter des effets automatiques, etc. etc. Play Film, Play Jeux, Play Livre, Play Music, qui va être votre lecteur musical. Je vais passer dedans. Ça va être un test rapide, hein, vous l'avez remarqué, je pense. Mais c'est un appareil qui est assez basique à utiliser, qui est simple à utiliser, et c'est aussi agréable pour moi de tester un appareil où ça va assez vite, parce qu'on connaît beaucoup de choses. Ce lecteur musical classique, qui est vraiment bien fait. Moi, je l'utilise au quotidien sur mon Nexus 5 et je l'aime bien. C'est un client qui permet également de souscrire à l'offre Google Music. Alors vous pouvez l'essayer pendant 30 jours et vous pouvez également payer. Et c'est une sorte de mix entre... C'est une sorte de Spotify avec possibilité de mettre en hors ligne vos fichiers également et d'y accéder aussi en streaming. Donc il y a toute une série de fonctionnalités. Je pense que c'est une offre assez complète si vous êtes sous Android et si vous comptez rester sous Android. Si par contre vous aimez bien avoir plusieurs plateformes, peut-être que vous avez un iPad ou ou vous avez un Mac, peut-être que ça vaut plus le coup d'utiliser Spotify ou Deezer par exemple. Et côté qualité du haut-parleur, juste pour info, je préfère le préciser maintenant, vous allez voir, j'ai dû changer de morceau qu'on écoute généralement pour tester les, comment les haut-parleurs, pour une raison qui est très simple et que je vais vous expliquer dans une toute petite seconde. Bon bref, là, c'est pas très intéressant parce que les morceaux sont pas intéressants, mais en tout cas le haut-parleur, il est vraiment assez impressionnant, pas impressionnant réellement comme un boom sound, mais il y a du volume et la qualité est pas si mal. Moi je trouve que c'est très bien et avec la forme de l'arrière, malgré le fait qu'il se situe ici, ça étouffe pas trop. C'est légèrement étouffé. J'ai même tendance à penser que avec comme ça se relève un petit peu ici, ça rebondit contre la surface et parfois même c'est amplifié. Donc bon, bref, le haut-parleur, honnêtement, on est sur quelque chose de très très bien sur le Moto G. Juste petite parenthèse au passage, j'ai changé mes morceaux parce que YouTube est en train de tout chambouler au niveau des gestions des copyrights et que maintenant vous pouvez plus du tout. J'ai déjà eu des copyright strikes il n'y a pas longtemps à cause de ça, mais en gros, si je me mets à vous faire écouter des morceaux copyrightés, en fait, les vidéos après, je peux plus soit les diffuser, soit je suis obligé d'enlever le son, soit je peux pas les monétiser. Donc voilà, dans tous les cas, c'est pas important. Enfin, c'est pas important. C'est important, mais ce serait pas une bonne chose pour nous. Donc je passe sur des morceaux qui sont mis en avant, qui sont proposés d'ailleurs par YouTube comme étant des morceaux libres de droit. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Pour la lecture musicale, vous pouvez vous pouvez lire vos morceaux dans le lecteur ici, bien sûr là, ici, et là. Donc vous avez pas mal d'endroits pour accéder à votre musique et moi je trouve ça toujours aussi bien. Ok. Quick Office, Radio FM. Bon, je pense qu'on a fait le tour des trucs qui n'ont pas changé. Maintenant, je vais passer aux petites nouveautés. Donc, première chose, l'appareil photo. Déjà, vous avez vu l'icône, elle me semble, je pense qu'elle a été un peu modifiée. Et là, on a une interface. Si vous suivez TestMommy depuis un certain temps, vous savez que je suis pas fan des interfaces Motorola dans les appareils photo. Ils ont pas mal changé ces derniers temps et ça fait longtemps que j'ai testé un appareil Motorola, donc j'étais assez content de voir ce qu'ils avaient fait. Et donc là, vous avez quelque chose qui est complètement optimisé pour le tactile. Vous avez un accès rapide à la fonction vidéo, tout simplement ici. Et ça enregistre direct. J'appuie sur l'écran, je prends une photo. Voilà, ça c'est la première chose. Donc de base, c'est l'appareil photo. Là, c'est l'appareil photo. J'appuie sur l'écran, ça prend une photo. Je reste appuyé sur l'écran, ça prend plusieurs photos. Vous avez vu l'incrémentation. Je fais ça, ça zoom, dézoom. Ça, c'est pour la caméra frontale qui est pas terrible d'ailleurs.
Et vous allez me dire, mais où sont les paramètres, où sont mes options? Eh bien, vos options, elles sont ici, juste là, voilà, tout simplement. Vous pouvez faire défiler les différentes possibilités. Alors, cela étant dit, je suis peut-être pas très bon, mais j'ai pas trouvé d'endroit pour configurer tout ce qui est résolution, balance des blancs, ce genre de truc. Il n'y a pas. Alors peut-être que c'est parce que c'est basique, mais en gros, vous avez quoi? Vous avez un mode HDR. Alors moi, je trouve ça très bien qu'il propose une fonctionnalité tout simplement automatique. Je sais pas sur quels critères il se base. J'ai fait différents tests, j'ai pas trouvé. Mais automatique pour le HDR, moi j'approuve totalement parce que bon, devoir soi-même déterminer si on a besoin du HDR ou non, je trouve pas ça très intéressant. Donc voilà, là vous pouvez faire activer, désactiver ou automatique. Vous avez également le flash, automatique, désactivé, activé. La mise au point, alors ça vous pouvez gérer donc votre mise au point de cette façon-là. Donc ça c'est pour le... Voilà, vous pouvez faire la mise au point avant. Attendez, je vais faire ça. Voilà, vous drag and droppez cet élément-là de mise au point et ensuite vous appuyez sur l'écran. Ça va prendre votre photo. Bien sûr, là, avec une surface plane juste en dessous, c'est absolument pas intéressant. Mais c'est ça l'idée. Si vous voulez faire des photos un peu créatives, bah, vous allez pouvoir le faire. On a un mode slow-mo, ralenti, qui est assez bien. J'essaierai de vous mettre des échantillons. C'est pas bon, la qualité en tant que telle est vraiment pas terrible parce que de toute façon l'appareil filme pas dans une qualité qui est magnifique de base, donc en slow-mo c'est pas terrible. Mais bon, j'essaierai de vous mettre un échantillon. Vous avez le mode panoramique, le marquage géographique. Bon, là c'est le ratio. Donc c'est à la limite le seul endroit où vous allez pouvoir changer en fait la résolution. Parce que ça va changer le ratio de l'image. Donc a priori la résolution la plus élevée pour atteindre les 5 mégapixels, normalement c'est du 4 tiers. Et ensuite après si vous passez en 16:9, vous êtes sur un tout petit peu moins de pixels, mais ça voilà, ça changera pas grand chose. Moi je capture en 16:9 parce que je trouve ça plus sympa. Et vous le verrez dans les échantillons, c'est du 16:9. Et là le son de l'obturateur, activé, désactivé, ça c'est magique. Hein. Ça c'est pour moi c'est nécessaire sur tous les appareils. Mais je crois qu'il y a voilà, tous les constructeurs le font pas parce que c'est pas... Je crois même qu'il y a une restriction légale là-dessus. Enfin bon, je sais pas. Et hop, quand on passe sur la droite, on accède à la galerie. Alors la première fois que vous allez faire ce mouvement, il va vous demander est-ce que vous voulez utiliser la galerie de base ou photo, ou l'application photo. Vous allez devoir juste choisir. C'est à peu près tout pour cette interface. Moi je la trouve très simple, sans être simpliste. Et c'est quand même plutôt bien pour un appareil d'entrée de gamme. J'apprécie. Côté qualité, bon, je vais vous montrer 2-3 trucs, mais... C'est de la qualité photo d'entrée de gamme. C'est-à-dire que pour moi, le Moto G, ça va être bien pour des souvenirs. Mais si vous voulez l'emmener un peu plus loin, ça va être un peu compliqué. Notamment au niveau du focus. Moi, je vous conseille, si vous voulez faire des photos vraiment toujours bien en focus, d'utiliser, vous avez vu le mode là qui permet de faire le focus à un endroit précis avant de prendre la photo. Parce que automatiquement, il n'arrive pas forcément toujours très bien à faire le focus. Et vous le verrez sur les clichés, il y a des trucs bien. Voilà, c'est ce mode-là, je pense que vous connaissez, où on peut supprimer la photo comme ça, je vais pas le faire. Il y a des photos macro qui sont pas trop mal, les couleurs sont assez fiables. Et là, on le voit sur un écran, un petit écran, donc ça rend plutôt bien. Vous le verrez quand vous le verrez sur le test écrit, sur test mobile. C'est pas, voilà, ça manque un petit peu de netteté, c'est pas très agréable à regarder. Mais pour des souvenirs, je trouve ça pas mal. Et le mode HDR, là que vous voyez en action sans et avec, est plutôt efficace. Donc ça, c'est bien. Côté vidéo, j'ai trouvé que c'était pas si mal. L'image est pas magnifique, mais le son est plutôt bon. Et je pense que c'est... En vidéo, hein, de toute façon, je pense que les deux sont importants, le son et l'image. Si l'image est horrible, bien entendu, ça va être gênant, mais si le son est réellement problématique, là, vous allez quasiment pas pouvoir regarder la vidéo, et je pense que c'est... Limite, le son est plus important, c'est ce qu'on dit d'ailleurs, on dit qu'en vidéo, le son est plus important que l'image. Et là, c'est pas trop mal. Bon, vous le verrez sur l'échantillon, on est sur quelque chose qui est à peu près décent, et côté image c'est pas trop mal, c'est un peu comme ce qu'on voit en photo, c'est acceptable et c'est bon encore une fois pour des souvenirs. Si vous voulez aller plus loin ça va être compliqué. Ensuite côté application, en plus vous avez Assist.
Alors, je sais pas si vous vous rappelez, et d'ailleurs je dis je sais pas si vous vous rappelez, je me rappelle même plus du nom de la fonction, donc c'est pas grave, mais il y avait une fonctionnalité chez Motorola notamment sur tout ce qui est Razer HD qui vous permettait d'automatiser certaines options en fonction de ce qui se passe autour de vous. Alors c'était une sorte de tasker, si vous connaissez Tasker sous Android, mais intégré directement dans les terminaux Motorola. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui était, moi je trouve, plutôt apprécié. Et d'ailleurs, pendant que je vais vous présenter ça, je vais faire une recherche sur Test Mobile. Désolé, c'est complètement pas professionnel, mais c'est pas grave. Alors, comme ça, je vais pouvoir vous en parler un peu plus. Et sauf qu'ici, c'est vraiment en mode ultra simple. C'est vous avez deux modes. Vous avez un mode réunion et un mode sommeil. Et si vous allez dans les paramètres, vous avez un tout petit peu plus de choses. Vous avez la possibilité de dire au volant, donc cocher au volant. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit si vous n'arrivez pas à lire, mais évalue votre vitesse afin de détecter si vous conduisez, vous aide à rester concentré sur la route. Donc quand vous conduisez, il va le détecter normalement et il va vous éviter de répondre à des coups de fil, de répondre à des textos, ce genre de trucs. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite vous avez un mode réunion que vous pouvez activer, vérifie votre agenda et si vous êtes en plein milieu d'une réunion d'après votre agenda, il va vous permettre de ne pas être dérangé. Ça, je trouve que c'est plutôt malin. Voilà. Vous avez également le mode sommeil qui passe automatiquement en mode silencieux pendant vos heures de sommeil. Ça, vous pouvez le déterminer. Je vais vous montrer ça dans les paramètres un tout petit peu après. Je suis en même temps de regarder derrière sur mon ordi. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle Smart Actions et vous pouviez aller quand même un petit peu plus loin. Vous aviez également conduite intelligente, mais vous aviez un système de rappel de charge. Gestion du mode veille, réunion, il y avait un truc séance d'entraînement, lis votre playlist favorite lorsque vous utilisez les écouteurs. Enfin, je comprends pas pourquoi ils ont pas intégré tout simplement Smart Actions de manière complète sur cet appareil mais remanié. Non, ils ont fait un truc plus limité, je comprends pas pourquoi. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et affiche l'activité en cours dans la barre d'état et là normalement il n'y a rien. Et moi je sais que voilà, hier soir il était 23h30. Et il m'affichait, voilà, parce que là c'est... Non, il était plus tard que ça a priori, et il m'affichait sommeil. Et en sommeil, vous êtes en mode silencieux, que vous pouvez déterminer ici, avec possibilité de dire quand un contact favori m'appelle, ça sonne quand même, ou quand un contact m'appelle 2 fois de suite. Généralement, c'est vrai que quand un contact vous appelle 2 fois de suite, c'est que c'est urgent. Et en pleine nuit, ne pas être au courant que y a un accident, ou je sais pas, bref, c'est quand même dommage. Donc vous avez quand même ça, et ça je trouve ça super malin. Donc concrètement, vous n'allez pas être réveillé par la petite notification Facebook de quelqu'un qui a posté une photo de lui bourré. Mais si quelqu'un de votre famille a un souci, il va pouvoir quand même vous joindre. Donc c'est bien. Vous pouvez l'activer, désactiver. Vous avez également le mode en réunion que j'ai pas activé, mais que je pourrais activer. Et voilà, et vous avez un système de réponse automatique. Donc globalement, c'est bien fait. Mais c'est juste assez limité. Je trouve ça un petit peu dommage. J'espère peut-être qu'il y aura des mises à jour pour permettre d'aller un petit peu plus loin. Alors, ensuite vous avez Motorola Migrate. C'est juste pour faire une migration plus facile, et ça je trouve ça très très bien qu'ils le proposent. Et vous pouvez même d'ailleurs dire que cet appareil-là est l'ancien. Donc il anticipe même le fait que vous allez vous débarrasser du Moto G pour passer à autre chose. Je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, maintenant que vous avez un beau smartphone tout neuf, vous pouvez y transférer en quelques minutes seulement tout le contenu de votre ancien terminal et vous faites nouveau ancien. Donc si je fais nouveau, voilà, il va falloir installer l'application Motorola Migrate sur l'autre appareil et vous allez pouvoir le synchroniser très très rapidement. C'est bien pour compléter la synchronisation Google. Moi je trouve que ce genre d'application préinstallée c'est une bonne chose. Il y a également MotoCare qui va vous aider juste à comprendre un peu mieux comment marche l'appareil. Donc voilà, vous pouvez rechercher dans l'aide du terminal. Vous pouvez également lancer une conversation avec le système de SAV. J'ai pas essayé ça. Vous pouvez les appeler, mais je vais pas le faire. Mais attendez, je vais tester le truc. Veuillez patienter pendant la connexion au serveur. Vous êtes actuellement 2 dans la file d'attente. Oups. Numéro 2 dans la file d'attente. Voilà, je vais m'en aller parce que ça n'a pas d'intérêt, mais vous avez vu, c'est pas mal. Donc j'aurais pu poser mes questions à quelqu'un. Sur comment configurer mes emails ou quoi. Alors je sais pas s'il peut prendre contrôle de votre smartphone. Peut-être que oui, sinon je vois pas l'intérêt. Je vais voir dans les paramètres s'il n'y a pas une option liée à ça. Alors, tac tac tac, afficher les conseils en charge, système, autoriser la correction rapide.
Ouais, bon, non, je sais pas. Je vois pas grand-chose, mais a priori, ils peuvent vous filer un coup de main, sinon je vois pas l'intérêt. Et voilà. C'est à peu près tout pour l'instant. On va du coup pouvoir passer à tout ce qui est autonomie. Alors actuellement, je suis à 95%. J'ai lancé mon application un petit peu tard quand je faisais mes tests d'autonomie. Il recharge assez vite. Et j'ai constaté globalement en autonomie quelque chose d'assez moyen. Vraiment dans la moyenne des terminaux, on a quand même une batterie de 2070 mAh. C'est pas énorme, même si l'écran possède pas une résolution très grande. Le processeur, c'est un Snapdragon 400. Normalement, il est assez bien optimisé. Dans tous les cas, vous aurez normalement une journée complète en utilisation de smartphone, on va dire classique. Après, bien sûr, si vous voulez pousser un peu plus, lancer des jeux, lancer le GPS, ça va peut-être être un peu compliqué de terminer la journée. Et difficilement 2 jours. Vraiment très difficilement 2 jours. Globalement, ce que j'ai constaté pendant mon utilisation, c'est que il fallait que je le recharge tous les jours. Moi, je suis un utilisateur assez intensif côté smartphone. Et du coup, j'ai eu besoin de le recharger tous les jours. Et je pense qu'a priori, vous aurez besoin de le recharger tous les jours. Parce que si vous le laissez toute la nuit, vous retrouverez quoi 30% le lendemain matin. Il n'y a pas de quoi faire une journée complète. 20-30%, ouais, grand max. Donc, c'est pas terrible. Donc, niveau autonomie, dans la moyenne. Côté performance, on a un appareil qui est d'entrée de gamme. Mais, si Antutu veut bien se lancer, alors, attendez, côté performance, il y a un truc que j'ai oublié et qui est quand même vital, et c'est pas que de la performance, mais c'est le web. Bon, je vous le montrerai rapidement, vous avez Chrome. Donc là, je suis connecté en Wi-Fi. Et je trouve que ça tourne bien pour de l'entrée de gamme. C'est-à-dire que j'ai testé des terminaux d'entrée de gamme qui offraient des performances bien moins bonnes, moyennant quoi, oui, bien sûr, c'est pas digne du dernier né sous Android à 600 €, mais c'est pas ce qu'on attend d'un appareil à moins de 200 € ou à 200 €. Donc là, on a une expérience qui est plutôt bonne sur l'interface mobile de test mobile, qui n'est pas encore tout à fait optimisée. On a encore quelques réglages à faire, mais normalement, elle tourne assez bien. Du coup, je vais vous montrer ça sur The Verge, qui est un site avec une interface mobile là, par contre, qui est vraiment très légère. Donc, on va voir si ça change quelque chose. Hop, non. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal sur l'interface mobile. On va aller sur le site complet. Ça charge vite, hein. Et là, vous êtes dans Chrome, qui est le navigateur proposé par défaut, que je pense vous connaissez, mais vous avez un système d'onglets, possibilité d'ouvrir un onglet privé. Là, il y a un petit bug. Ok. Bon, j'ai trouvé un bug. Désolé. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent. C'est la première fois que je le vois, hein. Ok, super. C'est pas grave. Donc il y a ce petit bug là, c'est un détail. Et vous avez également la possibilité de synchroniser avec vos favoris, voilà, sur Chrome sur votre ordinateur, ce genre de truc. Je pense que vous connaissez. Je vais voir si. Ouais, j'ai toujours ce bug. Ok. Et sur la version complète de The Verge, ça tourne bien. C'est pas une expérience, encore une fois, digne d'un haut de gamme. Même quand, voilà, quand vous zoomez, vous sentez que vous avez vu là, c'était un petit peu compliqué. Mais vous aurez la possibilité, sur un écran 4.5 pouces d'ailleurs, c'est relativement... c'est plutôt confortable, hein, moi je trouve. Donc là je vais rentrer dans un article, on va regarder ça très très rapidement. Vous pouvez faire un copier-coller. Toc. Normalement je reste appuyé sur du texte, voilà. Vous avez ça. Oui, c'est un peu plus saccadé que ce qu'on a l'habitude de voir sur du haut de gamme, mais c'est pas, voilà. Encore une fois, on compare pas par rapport à du haut de gamme. Et je trouve que pour un terminal d'entrée de gamme, il s'en sort bien. Ça, c'était pour le web. Et du coup, je parlais des performances. Pareil, hein. Alors ouais, Antutu, il plante la première fois qu'on le lance. Je sais pas pourquoi. Dans tous les cas, j'ai pu faire mes tests de bench. Vous avez vu dans l'interface, ça tourne très bien. Il n'y a pas grand chose à dire. Sur le web, c'est pas parfait, mais c'est pas si mal. Sur Antutu, dans la version 4, on est à 17400. Ça nous met le terminal sans grande surprise en dessous du Galaxy S3, qui est un des premiers, c'est le premier quad-core de Samsung. Et voilà. Moi, je pense que c'est un score décent pour du entrée de gamme en fin 2013. Je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me choque pas. Je m'attendais pas à ce qu'il soit au-dessus des appareils qui sont sortis en cours d'année ou
ou même en fin d'année dernière. Donc c'est plutôt pas trop mal. Sur Velamo, alors j'ai lancé le score, j'ai lancé le bench, on a 522. Le problème c'est qu'il veut pas me faire charger la comparaison par rapport aux autres terminaux. Donc bon, voilà. Il me semble que pareil, hein, c'est un score digne d'un appareil, on va dire haut de gamme de l'année dernière. Et moi je trouve ça carrément correct. Carrément correct. Je vous ai parlé de la RAM ou pas? Non, je vous ai pas parlé de la RAM. Alors là, il me note 882. Et c'est 1 giga en fait, hein. Mais c'est voilà, c'est ce qu'on appelle 1 giga de RAM. Et je pense avoir fait le tour. Pour terminer cette vidéo, vu qu'on a un petit peu de temps, entre guillemets, par rapport à d'habitude, bon, ça fait 35 minutes là, mais je vais vous lancer Angry Birds Go pour juste vous montrer ce que ça donne. Angry Birds Go, c'est un jeu qui est quand même bien optimisé, mais qui est en 3D et qui a des effets visuels un petit peu partout, donc qui est quand même ce qu'on peut qualifier de jeu mobile un peu lourd. Hop. Et donc, je vais vous montrer rapidement comment ça tourne pour que vous voyez ce que vous pourrez éventuellement faire si vous achetez un Moto G. Voilà, ça charge vite. Alors ça c'est aussi dû au fait que le jeu soit bien optimisé, faut pas l'oublier. Mais c'est pas trop mal. Voilà, moi je peux jouer voilà, sans souci, c'est tout à fait fluide. Regardez les défilements sur les côtés, enfin c'est pas saccadé du tout quoi. Ça marche très très bien, il y a aucun problème. Je vais pas passer 3 heures là-dedans, mais voilà. Aucun souci, vous pourrez faire fonctionner des jeux même plus lourds que ça, puisque ça reste du quad-core, faut pas l'oublier. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est sur cet appareil, vous avez pour moins de 200 € ou 200 € un bel écran. Je n'en ai pas trop parlé, mais vous avez un bel écran avec une densité de pixels élevée. Et vous le voyez d'ailleurs, hein, là, bon, là c'est sur un jeu, mais l'image est quand même jolie, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je vais zoomer un petit coup pour vous montrer. Et vous voyez au niveau de l'écran, la densité de pixels est élevée et ça se voit, tout est bien lisible, il n'y a pas de souci. J'ai même trouvé que les angles de vue sont vraiment bons. Il n'y a pas de grosse déformation de l'image, vous voyez là. Je suis quasiment voilà, à la verticale et l'image reste bleue. Et donc ça, c'est des éléments comme ça qui montrent que ça fonctionne bien. Vous avez aussi une luminosité max qui est plutôt élevée, je trouve. Donc un ensemble d'éléments comme ça qui font qu'on a un bel écran, en plus de bonnes performances globalement. Donc c'est un terminal que je trouve très intéressant parce que actuellement c'est a priori le Moto G a priori actuellement pour 200 €, c'est l'appareil qui a un des meilleurs rapports qualité-prix, qualité-performance, prestation globale prix on va dire, avec le Nexus 5 bien entendu, qui est plus sur du haut de gamme, même si son prix est pas très très élevé non plus. Donc on va récapituler un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on a? On a un beau design plutôt original, je trouve, agréable à prendre en main, ergonomique. Il est entre guillemets un petit peu lourd et un peu épais, mais honnêtement ça gêne pas du tout. Vous avez des boutons là qui sont un petit peu qui font un peu bas de gamme, mais que vous pouvez utiliser très facilement. Et ça c'est plus important encore, c'est l'ergonomie, et l'ergonomie est bonne. Dans l'interface, vous avez du Android de base, sans customisation, sans personnalisation. À la limite, c'est à vous de la faire avec des applications sur le Play Store si vous avez envie de le faire, mais vous n'êtes absolument pas obligé. Par contre, bien sûr, vous pouvez enrichir votre expérience avec des applications que vous téléchargez. Si vous n'êtes pas satisfait avec du clavier, vous pouvez le changer, et puis après, vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez sur Play Store. Là-dessus, il n'y aura pas de souci. Dans l'interface, ça tourne bien. Vous avez tout ce qu'on attend d'un smartphone sous Android dans une version brute. La 4.4 KitKat est prévue, ça a été officialisé par Motorola. Une interface d'appareil photo qui fonctionne bien, quelques petites applications rajoutées par Motorola pour vous aider, comme Assist ici ou Migrate éventuellement si vous passez d'un appareil Android à un autre. Que dire de plus? Des performances globales qui sont bonnes. Sur le web, c'est pas mal du tout pour un terminal d'entrée de gamme. Dans les benchmarks, on ne s'attend pas forcément à mieux, mais c'est des scores décents pour ce genre de terminal. Et en jeu, ça fonctionne bien, vous pourrez faire tourner un bon paquet de jeux. Les éléments qu'il faudrait noter en fait en tant que point négatif, ce serait quoi? Ce serait, d'après moi, le premier, c'est la mémoire interne.
8 Go de base, donc à peu près 4. D'ailleurs, je vais vous montrer ça hein, parce que je pense que c'est suffisamment intéressant pour s'y attarder. Mais quand vous allez dans stockage, voilà, non, là c'est 5 ici. Mais quand il y a un truc qui est intéressant, mais c'est quand vous le branchez à votre ordinateur, vous voyez qu'il y a déjà de base pas mal de mémoire qui est occupée par d'autres fichiers qui sont déjà préinstallés. Donc ça, c'est les mémoires totales, mais vous n'aurez pas 5 pour mettre vos fichiers, par exemple. Par contre, vous pouvez installer des applications, etc. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de slot micro SD. Et ça, c'est vraiment un des défauts de cet appareil. Généralement, bah oui, ça fait augmenter le prix, la mémoire, mais là, pour le coup, moi, si je vous conseillerais plutôt de passer peut-être sur la version 16 Go si vous voulez être sûr de votre coût. Par contre, oui, si vous n'utilisez pas beaucoup de fichiers, si vous comptez pas faire beaucoup de vidéos, ou si vous avez l'habitude de vider votre terminal à chaque fois que vous faites des vidéos ou quoi, pourquoi pas. Mais bon, voilà, ça c'est à voir. Il n'est pas 4G, mais pour de l'entrée de gamme, je pense pas que ce soit un problème. L'appareil photo est pas génial. Il est bon pour des souvenirs, tout simplement, et je pense que c'est suffisant pour un appareil de ce type. L'autonomie est dans la moyenne. On s'attendait pas forcément à beaucoup mieux. Si, on s'attend toujours à mieux, mais en soi, c'est pas mauvais à proprement parler. C'est une journée complète en fonction de vos usages. Et le haut-parleur est plutôt puissant. Ça m'a positivement surpris. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour hein, sur ce Moto G qui fait clairement partie des appareils d'entrée de gamme qui valent le coup aujourd'hui sous Android. Donc si vous cherchez un appareil sous Android pas trop cher, donc a priori avec des forfaits sans engagement, bah, le Moto G est je pense une bonne possibilité donc à prendre en compte dans votre liste. Et d'ailleurs on avait publié sur Test Mobile un guide d'achat de Noël avec moi ce que j'ai qualifié de smartphone de moyenne gamme et je l'ai mis là-dedans. Bon, c'est un terminal d'entrée de gamme. Pour moi, entrée de gamme, c'est encore en dessous en termes de prix. Mais bon, ça c'est une question de définition. Mais cet appareil est dans notre top et pas pour rien parce que c'est un appareil qui est très très intéressant. Si vous avez des questions sur le Moto G, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.